Chapitre 15. Dans les palais de Saddam. L'Irak était l'un des plus riches pays arabes grâce à son or noir, le pétrole. Il était aussi le berceau de la culture et de la littérature arabe. Il exportait des livres littéraires que nous achetions 1 dirham. Sa devise valait beaucoup plus que la nôtre. 1 dinar équivalait à 1 dollar. Nous avions une bonne impression du pays de Haroun et Rachid, mais nous ignorions tout de son histoire d'alors. Dans les années 80, l'Irak avait besoin de la main-d'œuvre qualifiée de tous les pays arabes. Le Maroc envoya la sienne. Un vrai remue-ménage dans les municipalités et les préfectures. Des milliers de chômeurs, des centaines de fonctionnaires insatisfaits présentèrent leur candidature. Il va sans dire que mon vieux Meda, étant fonctionnaire à la municipalité. J'ai pu décrocher un poste d'aide cuisinier, moi qui savais à peine cuire un œuf. J'eus droit à un passeport et à un billet d'avion. J'étais aux anges. J'allais gagner 2 briques par mois alors que je ne touchais que 800 dirhams. C'était presque 24 fois mon salaire. J'étais content, étrangement, la marâtre aussi. Était-ce parce que j'allais quitter la maison ou bien pour une raison que j'ignorais? Je n'allais pas tarder à le savoir. Moi, qui ignorait tout sur la guerre qui avait lieu entre l'Irak et l'Iran depuis septembre 1980, j'allais le découvrir le premier jour de mon arrivée à Bagdad. Après un voyage d'environ 7 heures, les voyageurs de la Royal Air Maroc furent tous reçus par un responsable irakien à l'aéroport de Bagdad. 4 bus attendaient les quelques 200 Marocains pour les conduire au palais du Raïs. Les rues étaient bondées de soldats armés jusqu'aux dents. Aucun civil aux alentours. Notre bus entra par la grande porte du palais présidentiel pour ne s'arrêter que très loin, devant des locaux inhospitaliers. Les locaux étaient pleins de grosses marmites qui ne devaient pas avoir servi à préparer de la soupe. Car la nourriture se faisait dans les cuisines souterraines du palais. Il y avait aussi d'autres ustensiles bizarroïdes et qui ne pouvaient servir à préparer de la mangeaille, d'après mon année d'expérience comme aide-cuisinier. Nous dormîmes cette nuit-là sur place, dans les lits de ces louches locaux ou laboratoires. Le lendemain on nous offrit un appartement pour 2 personnes. La journée s'annonça tranquille, mais la nuit la sonnette d'alarme fit un vacarme tel que je faillis mouiller mon pantalon. Les lumières s'éteignirent. Le vrombissement des moteurs d'avion se firent entendre et puis des explosions un peu partout. Bagdad, la capitale, était sous une pluie de bombes. L'attaque des Iraniens dura bien 5 minutes. Un moment après, la lumière revint. Mes camarades et moi avions perdu nos couleurs. Nous étions aussi pâles que les murs du palais. Nous entrâmes dans une sorte d'hystérie. Ce fut la panique générale. Les uns pleuraient, les autres se mettaient à prier. Rien n'allait nous empêcher à quitter ce pays en guerre, pensions-nous. Nous nous mîmes donc d'accord entre compatriotes pour rebrousser chemin et retourner au bled. Nous criâmes, nous demandâmes à voir un responsable. Nous étions morts de peur car nous n'avions jamais connu d'alarme suivie de bombardements là d'où nous venions. Notre vœu fut exaucé. 2 belles demoiselles, telle la pleine lune dans toute sa beauté, blondes, portant une chemise bleue, une mini-jupe d'une même couleur et des chaussettes couleur de peau entrèrent, chacune avec un cartable noir. Elles nous jetèrent un premier regard interrogateur, un second sensuel, et un dernier provocateur. Nos jambes flanchaient, au diable la mort. Elles commencèrent à déposer sur la grande table de réunion des paquets de billets de banque, sans nous quitter des yeux. Un haut responsable les rejoignit avec un grand sourire et une langue bien pendue et nous dit : « Amis marocains, vous êtes aujourd'hui dans un pays frère qui a besoin de vous et de vos services. Ce n'est pas un petit raid de rien du tout qui va vous faire peur. Vous êtes des braves, des courageux, des âmes militaires, nos sauveurs. Si votre pays était dans les mêmes conditions que le nôtre, ne serions-nous pas venus à votre aide ? » Nous mangions du regard les 2 petits anges et avalions les paroles de ce grand diplomate. Nous étions ensorcelés par ce trio de sorciers. Ceci est le cadeau de notre bien-aimé président Saddam Hussein. Il distribua 2 millions de centimes à chacun de nous avec le sourire. C'était la première fois que nous allions pouvoir toucher, palper de si près une si grande somme d'argent. Notre grande peur laissa place à une grande joie.
Vive Saddam! Longue vie à Saddam! Ce que nous ignorions à ce moment-là, c'est que ce cadeau allait être déduit de nos salaires des mois à venir. Les palais de Saddam avaient des équipements modernes et traditionnels. Des fontaines de marbre au style andalou, des robinets en plaqué or, des meubles de style, des lustres de cristal. Nous eûmes droit à une visite guidée dans le palais où nous devions servir de cuisiniers. Jamais rien vu de pareil. Saddam les avait dotés tous de jets d'eau, de bassins, de lacs, de rivières, de cascades artificielles, d'aquariums et de piscines pour l'entretien des jardins ainsi que pour ses séances de natation. Il aimait beaucoup la nage. Mais, puisqu'il était passé par des nombreux attentats, il faisait analyser l'eau de ses piscines au laboratoire pour s'assurer qu'elle ne contenait pas de poison mortel. Il vivait constamment dans la peur, lui que toute la population craignait.